Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va répondre à la petite question de Stéphane Maury qui nous avait demandé en commentaire comment fonctionnent les filtres et à quoi servent les plus courants. Alors, petite question, ouais, ça se discute quand même, parce que sur les filtres, il y a vraiment beaucoup de choses à dire, et répondre en moins d'une heure, ça risque d'être tendu. Ouais, 1 heure de vidéo, ça risque d'être un peu long. T'es sûr que les gens vont pas s'endormir? Mais non. Le spectre bien ou plus Vidéo des petites questions. Et voilà, on est à la fin de la vidéo. On espère qu'elle vous aura plu. Super long! Bon, après test, 1 heure de vidéo, c'est complètement indigeste. Du coup, on va aller à l'essentiel pour essayer de ne perdre personne. Si vous voulez une vidéo plus détaillée, on pourra le faire catégorie de filtre par catégorie de filtre, histoire que ça dure pas 3 heures. Commençons par le commencement. Avant de parler des filtres, on va faire un petit rappel sur la lumière, parce que pour tout bien comprendre, ça va avoir son importance. Donc la lumière, c'est une onde électromagnétique qui est émise par des atomes excités. Elle est caractérisée par sa longueur d'onde qui va définir sa couleur et son type. Pour représenter les différentes longueurs d'onde que peut prendre la lumière, qu'elle soit visible ou non, on utilise le spectre des ondes électromagnétiques. Et c'est très large puisque ça va des rayons gamma aux ondes radio. Mais pour aujourd'hui, on va se concentrer sur le spectre de la lumière visible qui va de 400 nanomètres, du bleu, à 800 nanomètres, du rouge. Et c'est la toute petite partie du spectre à laquelle nos yeux sont sensibles. Lorsqu'un objet émet ou réfléchit de la lumière, on va pouvoir mesurer son spectre d'émission ou d'absorption, c'est-à-dire la répartition des longueurs d'onde qu'il va nous renvoyer. On peut distinguer 2 grandes catégories de spectres, les spectres continus et les spectres de raies. Les différents objets du ciel vont avoir des spectres différents en fonction de comment est-ce qu'ils émettent de la lumière. Par exemple, les nébuleuses en émission sont d'immenses nuages de gaz dont des atomes, lorsqu'ils sont excités, émettent de la lumière, et ça forme un spectre de raies avec plein de pics. Et chacune de ces pics, en fait, a une longueur d'onde qui dépend intimement des atomes qui composent la nébuleuse. Par exemple, ici, nous avons le spectre de la nébuleuse Eta Carinae, qui est autour de l'étoile du même nom. On peut y observer plusieurs raies qui correspondent aux émissions du soufre, de l'hélium, de l'oxygène et de l'hydrogène. Et notamment pour l'hydrogène, on peut voir qu'il n'y a pas qu'une seule émission, mais 2, une rouge et une bleue. Ça correspond au fait qu'un même atome excité différemment va pouvoir émettre plusieurs longueurs d'onde différentes. Si vous voulez aller un peu plus loin et mieux comprendre ce phénomène d'émission de raies par les atomes, je vous conseille d'aller regarder le début de la vidéo d'y penser sur le spin, qui en parle très bien. Bon, le reste de la vidéo a rien à voir, mais c'est quand même très intéressant. Il y a aussi dans le ciel des objets qui émettent des spectres continus, comme par exemple les étoiles, et une en particulier, notre Soleil. Et la couleur que nous allons en percevoir dépend profondément de leur température. Par exemple, ici nous avons le spectre de notre Soleil, que nous percevons du coup blanc, puisqu'il a toutes les couleurs du visible, et là, le spectre de Bételgeuse, qui est beaucoup plus froide, et du coup beaucoup plus rouge. Et puis, il y a tous les objets qui n'émettent pas eux-mêmes leur lumière. Dans cette catégorie, il y a les nébuleuses en réflexion, qui vont réfléchir la lumière d'une ou de plusieurs étoiles sous forme de raies, et il y a tous les objets du système solaire, hormis évidemment le Soleil. Du coup, ils vont avoir un spectre qui est continu, avec des zones qui sont atténuées et des trous. Si on prend l'exemple de Mars, qui est rouge, elle va réfléchir la lumière blanche du Soleil en atténuant la partie bleue du spectre, et les trous dans son spectre correspondent aux éléments de son atmosphère qui absorbent un petit peu de lumière, comme par exemple ici on a un pic qui correspond à l'oxygène. Et si jamais vous posez la question, une galaxie c'est composé d'une multitude d'étoiles et de grands nuages de gaz, donc ça va émettre un spectre mêlé de spectres continus et de spectres de raies. Maintenant qu'on est au point sur la façon dont les objets émettent de la lumière, on va pouvoir passer au sujet du jour. Lorsqu'on utilise un filtre, c'est qu'on veut garder juste une partie du spectre qui arrive. Suivant les cas, ça peut être soit un gros bout, par exemple toute la lumière rouge, on parle alors de filtre de couleur, ou juste une partie très précise du spectre, une toute petite partie. Par exemple, ça peut être la raie d'émission d'un élément d'une nébuleuse. On parle alors de filtre interférentiel. Attends une seconde, si ça t'embête pas, je voudrais juste qu'on parle d'abord des filtres colorés avant de passer aux filtres interférentiels. Ah bah ouais, vas-y, ça peut être pas mal de commencer par ça. Donc, les filtres colorés, on va pouvoir les utiliser pour 2 choses. La première, c'est avec les packs RVB, donc pour rouge, vert, bleu. On va avec une caméra noir et blanc pouvoir refaire des images couleurs comme avec une caméra de couleur. Pour ça, on va d'abord prendre une image avec le filtre qui laisse passer tout le rouge, puis tout le vert, puis tout le bleu. Et puis, sous un logiciel, on va pouvoir les superposer pour refaire une image composite.
on peut aussi trouver les packs LRGB qui ont en plus le filtre L pour luminance. Ce filtre il est un peu particulier parce qu'il laisse passer tout le spectre du visible et il va couper les ultraviolets et une bonne partie des infrarouges. Il est utilisé sur les caméras noir et blanc pour faire des photos avec toute la lumière qui vient de l'objet qu'on photographie. Et en fait, ce plan de couleur, donc cette image, elle va permettre de rééquilibrer sur le logiciel les plans rouge, vert et bleu pour faire des images qui sont encore plus belles. Et sinon, la plupart des autres filtres colorés, ils servent surtout en visuel, en planétaire. Il y a des filtres jaunes, des rouges, des violets, des bleus profonds ou même des rouges légers, enfin il y en a vraiment des pelletées entières. Et comme tu disais, ils servent à augmenter les contrastes sur certains détails des surfaces des planètes. Par exemple, si on prend Mars, on peut voir qu'elle a à ses pôles des calottes polaires blanches, qu'on ne voit pas forcément très bien. Pour rehausser le contraste, on peut utiliser un filtre bleu qui va venir retirer une partie de la lumière rouge de la surface et qui va par contre très bien laisser passer la lumière bleue que renvoient les calottes polaires blanches. Et ainsi, on va augmenter le contraste entre les deux et on verra beaucoup mieux ces détails. Si vous voulez en savoir plus sur les filtres colorés et sur les détails qu'ils permettent de faire ressortir, allez voir sur le blog d'Optic Unterlinden, il y a un article qui détaille ça très bien. Et on va pas le faire ici parce que sinon ça va faire une vidéo catalogue et ça risque d'être un petit peu chiant. Ok, et du coup, tous les autres filtres, ils sont tous interférentiels ? Tous ceux dont on va parler, oui. La plupart sont vraiment dédiés à une seule longueur d'onde, mais il en existe aussi qui vont laisser passer plusieurs longueurs d'onde d'un coup. On parle alors de filtres interférentiels multibandes, par opposition au filtre interférentiel monobande qui du coup ne laisse passer qu'une seule longueur d'onde. Ouais, enfin sinon tu prends plusieurs filtres monobandes et puis tu les assembles, ça marche aussi, non ? Tu te fous de ma gueule là. Ouais, complètement. En vrai, faites pas ça. Si vous empilez plusieurs filtres monobandes qui n'ont pas du tout la même bande passante, bah y a plus rien qui passe. Donc ça va être un peu tendu pour faire des images, je vous le cache pas. Par contre, pour faire des darks, ça peut se tenter. Ah oui, quand même, je préfère. Bon, par contre, ça peut fonctionner d'assembler des filtres, mais pour ça, il faut qu'une partie au moins de leur bande passante soit commune. Alors, c'est assez rare avec les filtres interférentiels parce qu'ils ont une bande passante qui est très fine. Par contre, avec les filtres colorés, ça peut fonctionner et ça peut même être utile dans certains cas. Mais je m'égare. Et oui, revenons au filtre interférentiel. Donc, autour de la longueur d'onde qui nous intéresse, on va avoir un petit bout de longueur d'onde qui vont passer aussi, qui s'appelle la bande passante. Pour bien son nom. Et cette bande passante va être large de quelques nanomètres. Plus elle est grande, plus elle va laisser entrer lumière, plus elle est petite, plus on est restrictif et on ne laisse passer que la longueur d'onde qui nous intéresse. La bande passante et la longueur d'onde, c'est les deux paramètres optiques les plus importants quand vous choisissez votre filtre. Ensuite, tout dépend de ce que vous voulez faire. Soit vous avez de la pollution lumineuse qui vous embête et vous voulez l'enlever, soit vous avez une caméra noir et blanc et vous voulez photographier un objet du ciel dans une longueur d'onde bien précise. Si vous avez de la pollution lumineuse modérée, que vous faites du visuel ou de la photo avec une caméra couleur ou un APN, ça peut être intéressant d'utiliser un filtre multibande qui va couper les longueurs d'onde de l'éclairage public et garder les longueurs d'onde des nébuleuses. On a entre autres des filtres UHC, LPR et CLS qui font ça. Pour choisir, demandez conseil à un magasin. Et en fait, ils vont tous faire pareil, c'est-à-dire qu'ils vont enlever les longueurs d'onde qui vous embêtent dans le fond de ciel, et ça va permettre de rehausser la nébuleuse. Donc vous aurez de plus belles images. Mais par contre, il va falloir faire un petit peu attention à la balance des blancs, parce qu'avec certains filtres, ça peut un peu la fausser. Donc mettez-vous en manuel et réglez ça bien. Bon, par contre, ne vous attendez pas non plus à des miracles. Shooter avec un peu de pollution lumineuse et des filtres, ça améliore les choses, mais ce sera toujours moins bon que de shooter avec un ciel sans pollution lumineuse. Ok, donc on a bien parlé des filtres multibandes, mais du coup, les monobandes, ils servent dans quel cas ? Dans beaucoup de cas. Ça va du planétaire au ciel profond, en passant par le visuel et même du solaire. Donc clairement, on va pas pouvoir tout détailler. Sinon, vidéo trop longue, tout ça, voilà. Oui, bon, on va quand même parler de quelques-uns, non ? Oui, mais en restant raisonnable. Typiquement, les filtres monobandes les plus utilisés en astrophoto sont les filtres SHO, qui sont souvent regroupés en kit. Et ils permettent de faire des photos avec la même palette de couleurs que Hubble. Les filtres SHO. SHO, pour soufre, hydrogène, oxygène. Plus précisément, on parle de S2, donc la deuxième raie du soufre, de H-alpha, qui est la raie rouge de l'hydrogène, et de O3, la troisième raie de l'oxygène. Mais je pense que ce sera plus parlant avec un exemple. Prenez cette image de la nébuleuse du sorcier prise avec un APN, donc sans aucun filtre. On voit qu'il y a une nébuleuse, mais on la distingue mal parce que les étoiles sont tellement brillantes qu'il n'y a pas assez de contraste entre les deux, on ne la fait pas bien ressortir.
Alors que si vous prenez cette même nébuleuse, que cette fois-ci vous la photographiez avec une caméra noir et blanc et ces 3 filtres, vous allez considérablement atténuer toute la lumière des étoiles qui émettent un spectre continu. Par contre, la nébuleuse, elle, toute sa lumière va arriver sur le capteur. Et du coup, vous allez pouvoir obtenir ce genre d'image. Il y a quand même une petite amélioration, quoi. C'est pas inutile. On peut aussi ajouter au kit SHO le même filtre L que dans le kit LRVB. Ici aussi, ce 4e plan va permettre d'équilibrer les 3 autres pour avoir un rendu encore meilleur. Il existe plein de filtres SHO différents. Forcément, ils ciblent tous la même longueur d'onde. Par contre, la bande passante autour de cette longueur d'onde, elle va pouvoir beaucoup varier. Typiquement, pour du visuel, il va vous falloir plutôt une bande passante aux alentours de 20 nanomètres pour avoir assez de lumière qui arrive jusqu'à votre œil. Et même là, il vaut mieux avoir un bon gros télescope pour avoir assez de lumière. Alors que si vous voulez faire de l'astrophoto, mettons à Paris, où c'est un peu pollué, là vous allez plutôt utiliser des filtres avec une très courte bande passante pour ne laisser passer que l'arrêt qui vous intéresse et couper toute la pollution lumineuse. Ce qui fait qu'avec des filtres comme ça de 3 nanomètres de bande passante, on peut même faire de l'astrophoto dans Paris. Et quand vous êtes plutôt pas en ville, vous allez pouvoir utiliser des filtres avec une bande passante plus large, mettons entre 12 et 6 nanomètres, ce qui vous permet de faire des temps de pause plus courts. Parce que bon, quand il n'y a pas beaucoup de lumière qui arrive, il faut poser très longtemps pour avoir du signal. Et bien sûr, il existe beaucoup d'autres filtres qui permettent d'isoler d'autres longueurs d'onde. Typiquement, on a parlé du filtre H-alpha pour isoler la raie rouge de l'hydrogène, mais il existe aussi le filtre H-bêta pour isoler sa raie bleue. Bon, par contre, dans les kits SHO, on trouve toujours le filtre H-alpha. Le H-bêta, il faut l'acheter à part. Et le principe de la bande passante va rester le même pour tous les filtres interférentiels. D'ailleurs, jusqu'ici, on a surtout parlé des filtres pour l'astrophoto du ciel profond. Mais il en existe aussi pour le planétaire. Par exemple, le filtre azote va permettre de faire ressortir des détails sur Vénus et sur les atmosphères d'autres planètes. Et le filtre méthane, lui, va permettre de faire ressortir des nouveaux détails sur les atmosphères des jantes gazeuses. Il y a même des filtres utilisés pour faire de l'astrophoto de jour. Attends, quoi ? Bah oui, pour faire les photos du soleil. Oui, c'est vrai, j'y avais pas pensé. On va aussi pouvoir utiliser des filtres interférentiels qui vont isoler la raie H-alpha ou la raie du calcium, par exemple, il y en a d'autres. Et ça va encore une fois permettre d'augmenter le contraste sur des éléments spécifiques de la surface du soleil. Alors ces filtres vont toujours filtrer une grosse partie du spectre, mais ça peut être aussi intéressant de mettre un premier filtre qui va déjà en enlever une grosse partie, pour éviter de faire fondre malencontreusement un capteur ou un œil qui se trouverait sur le trajet de la lumière. Mais renseignez-vous toujours auprès de magasins spécialisés, ils pourront vous aider à faire les bons choix. Et essayez toujours de privilégier les filtres à l'avant du télescope, parce qu'à l'arrière c'est là qu'on concentre la lumière, donc ça peut chauffer très fort. Et si ça claque, tout ce qui se trouverait derrière, par exemple un capteur ou un œil, risquerait de fondre. C'est à déconseiller. Donc faites toujours vraiment super gaffe quand vous faites du solaire. Et choisissez bien votre matos. Et voilà, je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal, je pense qu'on a à peu près défriché le terrain. Voilà, j'espère que Stéphane Maury, tu as été satisfait de ta réponse. Et si vous avez d'autres questions, si vous voulez plus d'informations sur un filtre spécifique ou sur une utilisation particulière, n'hésitez pas à nous le demander en commentaire. Ça pourrait faire l'objet d'une prochaine vidéo, des petites questions. Et voilà, on est à la fin de la vidéo. On espère qu'elle vous aura plu. Et si vous avez envie de liker, de vous abonner ou de partager, allez-y. Et voilà, ciao les gens, Et à la prochaine.